Je suis rentré pour le long week-end de la Toussaint. La maison de campagne en Provence était vide, à l'exception du beau-père de mon mari, Pierre, assis dans un fauteuil à bascule. Un mot posé sur la table de la cuisine disait « Parti en croisière avec mon ex. Tu resteras à la maison pour t'occuper de beau-papa. Il a besoin de toi. » Le beau-père ouvrit un œil et dit « Commençons-nous » J'ai hoché la tête. 4 jours plus tard, mon mari était à genoux, suppliant. Le papier tremblait entre mes doigts tandis que le sang refluait de mon visage. Parti pour une croisière en Méditerranée avec Chloé. Maman a décidé de venir aussi, car elle avait besoin d'une pause. Tu resteras à la maison pour t'occuper de Pierre. Il a besoin de toi jusqu'à lundi. Nicolas. Je l'ai lu 2 fois, certaine qu'il devait y avoir une erreur. Le papier voltigea sur le comptoir de la cuisine alors que ma main devenait engourdie. Il ne rentre pas avant lundi, n'est-ce pas? La voix rauque derrière moi me fit sursauter. Je me retournai pour voir Pierre qui m'observait depuis l'embrasure de la porte, s'appuyant lourdement sur sa canne, mais avec des yeux bien trop alertes pour le vieil homme décrépit que Nicolas avait décrit. Non, réussis-je à articuler, ma voix à peine audible. Personne ne rentre. Ils sont tous partis en croisière. Pierre hocha lentement la tête, comme s'il s'était attendu à ce scénario précis. Ils t'ont laissé le sale boulot, n'est-ce pas? C'est tout à fait le genre de Nicolas. J'étais arrivé à la maison familiale de Provence à peine 30 minutes plus tôt. Ma Citroën 2CV était chargée de cadeaux et d'ingrédients pour le dîner de la Toussaint. Le silence de la maison aurait dû être mon premier indice. Pas d'arôme délicieux de chapon rôti. Pas de match de rugby tonitruant depuis la télévision du salon. Pas d'accueil chaleureux. Au lieu de cela, je n'avais trouvé qu'une maison non chauffée et le beau-père de Nicolas assis seul dans un fauteuil à bascule, me regardant avec ses yeux bleus d'une perspicacité dérangeante. Je ne comprends pas, dis-je en m'affaissant sur une chaise de cuisine. Nous planifions ce dîner de la Toussaint depuis des mois. Sa mère devait être l'hôte. Tout le monde devait venir. Je sortis mon téléphone et essayai à nouveau le numéro de Nicolas. Directement sur la messagerie vocale, comme les 3 tentatives précédentes. Pierre se traîna jusqu'au réfrigérateur et en sortit une carafe d'eau. Ça a été comme ça toute la semaine. Silencieux comme une tombe. Ils sont partis mardi matin. Il se versa un verre avec des mains légèrement tremblantes. Ils n'ont même pas rempli le frigo correctement. J'espère que tu as apporté des provisions. Ce n'était pas le cas. J'avais apporté des marrons glacés, de quoi faire une purée de potimarron, et les ingrédients pour ma tarte tatin spéciale. Des contributions à ce qui devait être un festin familial, pas des vivres pour un week-end abandonné. Mon téléphone émit un bip, une notification. Avec une lueur d'espoir, pensant que c'était peut-être Nicolas, je l'ai rapidement vérifié. C'était plutôt une notification d'un réseau social. La sœur de Nicolas l'avait identifié sur une photo. Les doigts tremblants, j'ai ouvert l'application. L'image me coupa le souffle. Nicolas, debout sur le pont d'un navire de croisière, son bras autour d'une jeune femme blonde que je reconnus comme étant Chloé, sa collègue de travail qu'il mentionnait de plus en plus souvent ces derniers mois. Il tenait des flûtes de champagne, trinquant à l'appareil photo. La légende disait « Nouveau départ escapade en Méditerranée avec Nicolas et la famille ». Famille. Le mot me piqua comme du sel dans une plaie ouverte. J'ai fait défiler d'autres photos. Il y avait la mère de Nicolas, Monique, sirotant un cocktail, ayant tout sauf l'air de quelqu'un qui avait besoin d'une pause pour s'occuper de Pierre. Une autre photo montrait Nicolas et Chloé à ce qui semblait être un dîner romantique. Le message était horodaté d'il y a 2 jours, ce qui signifiait que cela avait été planifié bien avant que Nicolas ne me dise que nous étions attendus chez sa mère pour la Toussaint. « Tu as trouvé quelque chose d'intéressant » demanda Pierre, étudiant mon visage. J'ai tourné l'écran du téléphone vers lui. Ils sont en croisière avec Chloé de son bureau. Celle qu'il disait n'être qu'une collègue. Ma voix se brisa. Ils ont planifié ça pendant que j'achetais des cadeaux et que je prenais des congés pour ce que je pensais être une Toussaint en famille. Pierre hocha la tête d'un air sombre. Chloé est dans le tableau depuis au moins 3 mois. Elle a appelé ici pour demander Nicolas plusieurs fois. Jolie voix. Rire terrible. Je le dévisageai. Vous saviez. Je sais beaucoup de choses qu'il ne pense pas que je remarque.
Il tapota sa tempe d'un doigt noueux. Ma tête est encore vive malgré ce que Nicolas raconte à tout le monde. Mes pensées se tournèrent vers notre compte bancaire. Les mains tremblantes, j'ai ouvert notre application bancaire. Il y a 3 jours, un retrait de 5200 €. Presque toutes nos économies, l'argent que nous mettions de côté pour un apport pour une maison. La maison que Nicolas avait promis que nous commencerions à chercher après les fêtes. Il a pris nos économies, murmurai-je en montrant l'écran à Pierre. Tout. Pierre n'était pas surpris. Ils me font la même chose depuis des années. Ils prennent un peu par-ci, un peu par-là. Pour tes soins, Pierre, disent-ils. Pendant ce temps, le chauffage est baissé pour économiser de l'argent. Mes médicaments sont parfois retardés. Et Monique s'achète un autre sac de créateur. J'ai eu la nausée. Il ne s'agissait pas seulement d'un week-end de Toussaint gâché ou même de la trahison d'une liaison. C'était un abandon calculé, de moi, de Pierre, des responsabilités et des promesses. Mon téléphone sonna. Ma meilleure amie Clara, qui appelait pour me souhaiter une bonne fête. Je l'ai fait taire, incapable d'expliquer cette humiliation pour le moment. Il reste de la soupe, proposa Pierre. Pas vraiment un festin de Toussaint, mais ça fera l'affaire. J'ai regardé autour de moi dans la cuisine. De la vaisselle sale dans l'évier, des contenants de plats à emporter vides sur le comptoir. Il n'avait même pas nettoyé avant de partir. Quelque chose durcit en moi. Non, dis-je fermement. Nous méritons mieux que des restes de soupe. J'ai attrapé mon manteau et mon sac à main. Je vais au supermarché du coin. Ils ont peut-être encore des blancs de chapon et des pommes de terre. Nous allons avoir un vrai repas aujourd'hui. Pierre parut surpris, puis content. Je n'ai pas eu de repas fait maison depuis des mois. Nicolas apporte toujours des plats à emporter quand il prend la peine de passer. Au supermarché, mon esprit tourbillonnait de questions et d'émotions. Depuis combien de temps Nicolas prévoyait-il de me quitter? Nos 5 années de mariage n'étaient-elles qu'un arrangement pratique qu'il pouvait jeter quand quelque chose de mieux se présentait? J'ai choisi machinalement un petit blanc de chapon, des pommes de terre et quelques légumes, remarquant à peine les autres acheteurs de dernière minute autour de moi. Quand je suis revenu, Pierre avait réussi à débarrasser le comptoir de la cuisine et était assis à la table avec une pile de papier. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demandai-je en posant les courses. « Des preuves, répondit-il, ses yeux bleus soudainement d'acier. Relevés bancaires, dossiers médicaux, négligence documentée. Je garde une trace depuis des mois. » Il poussa un dossier vers moi. Nicolas et Monique pensent que je ne suis qu'un fardeau qui attend de mourir. Ils ne savent pas que je les ai observés vider mes comptes tout en fournissant des soins minimaux. J'ai jeté un coup d'œil au papier, des notes détaillées, des relevés de comptes montrant des transferts suspects, des copies de recommandations médicales qui avaient été ignorées. « Pourquoi me montrez-vous ça ?» demandai-je, déconcerté par sa documentation méthodique. Pierre se pencha en avant, paraissant soudain moins fragile. « Parce que tu as été trompé aussi, Manon, et parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. » Il tapota un rapport médical. Cancer en phase terminale. 3 mois au plus. Je m'assis lourdement en face de lui. Je suis vraiment désolé, Pierre. Il écarta ma sympathie d'un geste de la main. Ne sois pas désolé. Sois intelligente. Il me regarda avec une intensité inattendue. Ils pensent qu'ils t'ont laissé un fardeau, mais ils nous ont en fait donné une opportunité. Une opportunité pourquoi ? Les lèvres minces de Pierre se courbèrent en un sourire qui transforma son visage. Pour la justice. Il attrapa une enveloppe et la fit glisser sur la table. À l'intérieur se trouve mon vrai testament et les documents du trust, pas celui que Nicolas et Monique pensent exister. Je n'ai pas touché l'enveloppe. Pierre, je ne comprends pas. Il se renversa sur sa chaise et m'étudia. Après un moment, il dit simplement, « Commençons-nous » Ces 2 mots flottaient dans l'air entre nous, chargés de possibilités et de sens cachés. Avant que je puisse répondre, il expliqua sa proposition, l'aider à documenter la négligence et la trahison de la famille, l'assister dans ses dernières volontés, et il s'assurerait que je serais prise en charge financièrement après son départ. La famille qui nous avait abandonnés tous les 2 perdrait tout ce qu'elle pensait lui revenir. Je le fixais, cet homme que je connaissais à peine, mais avec qui je partageais soudain un lien profond.
Nous avions tous deux été trompés et rejetés par les mêmes personnes. Dehors, les ombres de fin d'après-midi s'allongeaient sur une allée vide où une famille aurait dû se rassembler. À l'intérieur, une alliance inattendue se formait. Oui, dis-je enfin, me surprenant par la fermeté de ma voix. Commençons. Après notre accord, Pierre s'enfonça dans sa chaise, l'épuisement évident dans l'affaissement de ses épaules. L'excitation de notre nouvelle alliance l'avait temporairement énergisé, mais maintenant la fatigue revenait sur son visage. Vous devriez vous reposer, dis-je, remarquant la pâleur sous sa peau burinée. Je vais finir de préparer notre dîner. Pierre secoua la tête. D'abord, il y a quelque chose que tu dois voir. Il se leva avec effort. Mes dossiers médicaux. Tu dois comprendre avec quoi nous travaillons et le peu de temps qu'il nous reste. Il me conduisit dans une petite chambre qui avait clairement été un bureau, mais qui avait été convertie en un espace de couchage de fortune. Un lit médicalisé occupait un coin, bien que Pierre ne l'ait pas utilisé. Au lieu de cela, un lit simple ordinaire contre le mur opposé montrait des signes d'utilisation. Je ne supporte pas cet engin, expliqua-t-il en désignant le lit médicalisé. Ça me donne l'impression d'être déjà en soins palliatifs. D'un tiroir verrouillé du bureau, Pierre retira un épais dossier intitulé simplement « Médical ». Il me le tendit sans cérémonie. « Cancer du pancréas », dit-il platement alors que je l'ouvrais. Stade 4 diagnostiqué il y a 3 mois. J'ai parcouru les documents, mon estomac se nouant aux descriptions cliniques et aux pronostics sombres. Diverses notes d'oncologue, des recommandations de traitement et des résultats de scanner racontaient l'histoire sans équivoque d'une maladie en phase terminale. 2 mois, ajouta Pierre. Peut-être moins maintenant. Le dernier scanner a montré une progression rapide. Je levai brusquement les yeux. Nicolas le sait. Oh, oui, ils le savent tous. Sa mère était au rendez-vous quand nous avons eu le diagnostic. 2 jours plus tard, elle a commencé à parler de son besoin de faire une pause dans les soins. Son rire ne contenait aucun humour. 66 ans et elle se plaint d'épuisement pendant que je meurs à 78 ans. La cruauté de la chose me frappa comme un coup physique. Ils vous ont abandonné en sachant qu'il ne vous restait que quelques mois. Des semaines plus probablement. Pierre s'assit sur le bord du lit. Mais ce n'est même pas le pire. Regarde la liste des médicaments. J'ai tourné à la page des ordonnances. Plusieurs médicaments étaient listés. Gestion de la douleur, antinauséeux, enzymes pour aider à la digestion. Vérifie l'armoire de la salle de bain, m'ordonna Pierre. Compare ce qu'il y a avec ce qu'il devrait y avoir. Dans la salle de bain attenante, j'ai trouvé une collection désorganisée de flacons de pilules. En les examinant, en comparant avec la documentation, des divergences troublantes sont apparues. L'analgésique puissant avait été renouvelé 2 fois selon les étiquettes de la pharmacie, mais le flacon était presque plein. Les coûteux suppléments enzymatiques n'étaient qu'à moitié pleins alors qu'ils auraient dû être presque intacts d'après la date de renouvellement. Il les dilue, confirma Pierre quand je suis revenu avec les preuves. Une pilule au lieu de 2. Des demi-doses de l'analgésique. Et ses rendez-vous chez le spécialiste des soins palliatifs? Trop cher, a dit Monique. Mes mains tremblaient de colère alors que je remettais la documentation dans son dossier. Ce n'est pas seulement de la négligence, Pierre. C'est de la maltraitance. C'est ce qui arrive quand les gens vous voient comme un obstacle plutôt que comme une personne. Il sortit un petit carnet de sous son oreiller et me le tendit. J'ai pris des notes. Les moments où les médicaments ont été manqués ou réduits, les rendez-vous annulés, l'argent qui a disparu de mon compte courant pour des fournitures de soins à domicile qui ne se sont jamais matérialisées. La documentation méticuleuse m'a stupéfié. Des pages de dates, d'heures, d'incidents spécifiques. Malgré sa maladie, l'esprit de Pierre restait aussi vif qu'un rasoir. Laisse-moi te préparer quelque chose à manger, dis-je, ayant besoin d'un moment pour tout digérer. Tu dois avoir faim. Dans la cuisine, j'ai trouvé des provisions pitoyables, quelques boîtes de conserve de soupe, du pain rassis, du lait sur le point de tourner. Avec mes courses, j'ai réussi à préparer un repas décent de blanc de chapon rôti, de purée de pommes de terre et de haricots verts. Pas le festin de la Toussaint que j'avais prévu, mais bien meilleur que de la soupe réchauffée. Alors que nous mangions à la petite table de la cuisine, Pierre m'étudia. « Parle-moi de ton mariage », dit-il finalement.
Quand as-tu remarqué pour la première fois que Nicolas n'était pas celui que tu pensais? La franchise de la question me prit au dépourvu. J'ai piqué ma nourriture, réfléchissant à la façon de répondre. C'était progressif, admis-je. Quand nous nous sommes rencontrés, Nicolas était attentif, il soutenait mon travail de graphiste. Je développais ma clientèle, j'avais mon propre petit studio, de bons amis. Je fis une pause, réalisant à quel point les choses avaient changé. Après notre mariage, il a suggéré que je travaille à domicile pour économiser le loyer du studio. C'était logique financièrement, mais ensuite mon équipement a commencé à avoir des problèmes. Problème d'ordinateur, pépin logiciel. Pierre hocha la tête en connaissance de cause. Tactique d'isolement. Exactement. Puis sont venues les suggestions sur les clients qui ne valaient pas mon temps. Les inquiétudes sur le fait que je sorte tard avec des amis. Il vérifiait mon téléphone en prétendant qu'il cherchait juste un numéro. Les schémas étaient si clairs rétrospectivement. Quand mon père est mort l'année dernière et m'a laissé 30 000 €, Nicolas a insisté pour que nous les mettions sur notre compte joint pour notre avenir. Cet argent était censé être notre apport pour une maison. L'argent qu'il vient de dépenser pour une croisière avec une autre femme, ajouta doucement Pierre. J'ai posé ma fourchette, l'appétit disparut. 6 ans de ma vie, et maintenant je découvre qu'il prévoyait de me quitter tout en dépensant nos économies avec sa collègue. Les gens comme Nicolas et Monique voient les relations comme des transactions, dit Pierre. J'ai appris ça trop tard avec elle. J'avais déjà réussi quand nous nous sommes rencontrés. Veuf avec un portefeuille confortable de ma carrière dans la banque. Elle était charmante, belle, et Nicolas n'était qu'un adolescent qui semblait avoir besoin d'une figure paternelle. Il soupira lourdement. Après notre mariage, les choses ont changé. Les dépenses ont augmenté, justifiées comme étant « vivre la vie que nous méritons ». Quand j'ai essayé de maintenir certaines limites financières, je suis devenu le méchant. Avare, contrôlant, pas vraiment engagé dans la famille. Ça me semble familier, murmurai-je. Après le dîner, Pierre m'a conduite à son bureau, une petite pièce que la mère de Nicolas avait convertie en espace de méditation, mais qui contenait toujours le bureau de Pierre. « Aide-moi avec le tableau », demanda-t-il en désignant un paysage médiocre au mur. Derrière, ce n'était pas un coffre-fort comme je m'y attendais, mais un panneau lâche dans le mur. Pierre l'enleva et sortit une mallette à documents étanches. Mes vrais actifs, expliqua-t-il en étalant le contenu sur le bureau. Des investissements dont Monique ne sait rien, une propriété en Auvergne. Des comptes en Suisse de l'époque de ma carrière bancaire. Je fixais les documents, choqué. Les montants étaient substantiels. Bien plus de 3 millions d'euros d'actifs entièrement séparés de ce que la famille pouvait accéder. Nicolas et sa mère siphonnent mes comptes connus depuis des années, expliqua Pierre. Mais ça, ils ne peuvent pas y toucher. Je m'en suis assuré. Il désigna un titre de propriété. Cette maison, elle n'est pas à mon nom ni à celui de Monique. Elle appartient à l'une de mes sociétés holdings. Il pense en hériter. Ce n'est pas le cas. Est-ce que Nicolas sait quelque chose de tout ça? Demandai-je, stupéfaite par l'étendue de la richesse cachée de Pierre. Pas la moindre idée. Même mon avocate ne connaît pas toute la situation. Seulement mon conseiller financier à Paris, et il a juré le secret. Les yeux de Pierre contenaient une détermination féroce que je n'avais pas vue auparavant. J'ai toujours connu le vrai caractère de Nicolas. Il est comme sa mère, charmant en face tout en cherchant votre portefeuille. Je n'aurais juste jamais pensé qu'il ferait la même chose à sa femme. Le lendemain matin amena un nouveau développement. Une visite discrète de Geneviève Dubois, l'avocate de Pierre, une femme sévère dans la soixantaine avec des cheveux argentés impeccables et des yeux verts perçants. Elle arriva avec une mallette pleine de documents juridiques. « Alors, vous êtes la belle-fille abandonnée », dit-elle en m'évaluant d'un regard franc. « Pierre m'a appelé hier soir. Il a dit que vous étiez une alliée inattendue. » Autour d'un café, Geneviève exposa ce sur quoi Pierre avait travaillé légalement, documenté la négligence, changé son testament et créé des structures financières qui seraient blindées contre les contestations. Nous devons finaliser plusieurs documents, expliqua Geneviève. Des transferts qui nécessitent des témoins, des procurations médicales, des amendements finaux au testament. J'ai proposé d'aider à organiser les preuves que Pierre avait recueillies. Mon expérience en graphisme me rendait doué pour l'organisation et la documentation numérique.
Parfait. Geneviève hocha la tête avec approbation. Nous aurons besoin que tout soit correctement catalogué pour quand ils contesteront inévitablement le testament. Ce soir-là, après le départ de Geneviève avec les documents signés, Pierre et moi étions assis dans le salon avec un album photo qu'il avait sorti d'une étagère. « Regarde ça », dit-il en désignant une photo de Nicolas adolescent. Sa mère derrière lui chuchotant toujours à l'oreille. Il tourna la page. Voici le père de Nicolas avant le divorce. Remarque comme il a l'air misérable. Monique lui a fait ce que Nicolas te fait. Page après page révélait des schémas que je reconnaissais de mon propre mariage. Contrôle subtil, manipulation financière, la façade attentionnée qui tombait quand il était question d'argent. C'est comme voir ma propre vie de l'extérieur, murmurai-je. Pierre hocha la tête, la compréhension dans ses yeux fatigués. C'est pourquoi nous devons les arrêter maintenant, avant qu'ils ne fassent ça à quelqu'un d'autre. À ce moment-là, notre alliance se solidifia en quelque chose de plus profond que la convenance ou le bénéfice mutuel. Nous étions deux personnes trahies par la même famille, maintenant unies dans la quête de justice. Nous ne faisons pas que nous venger, dit Pierre en fermant doucement l'album. Nous remettons les choses en ordre. Je tendis la main et serrai sa main fine. Oui, pour nous deux. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un objectif renouvelé. Pierre et moi avions veillé tard pour élaborer notre stratégie. Et maintenant, il était temps de mettre notre plan à exécution. Après avoir vérifié l'état de Pierre, qui passait une journée relativement bonne malgré sa condition, j'ai préparé un petit déjeuner rapide et exposé nos priorités. D'abord, dis-je en lui versant une tasse de thé, nous devons établir le récit de votre déclin rapide. Pierre hocha la tête. Geneviève a mentionné que son frère possède une société de matériel médical. Il pourrait être disposé à aider discrètement. Un coup de fil plus tard et Antoine, le frère de Geneviève, était de la partie. À midi, il arriva dans une camionnette banalisée avec tout ce dont nous avions besoin. Une bouteille d'oxygène, non fonctionnelle mais visuellement convaincante, des supports de perfusion, des moniteurs avec des câbles détachables, et même une collection de flacons de médicaments vides avec des étiquettes réalistes. Du théâtre médical, plaça Antoine avec un clin d'œil en nous aidant à transformer la chambre de Pierre en ce qui ressemblait à une installation de soins intensifs à domicile. J'ai l'habitude de mettre en scène des drames médicaux parfois. Je n'aurais jamais pensé utiliser mes accessoires pour un drame de la vie réelle. Sous la direction de Pierre, j'ai arrangé l'équipement pour un impact visuel maximal. La bouteille d'oxygène bien en vue, le support de perfusion positionné près du lit. Divers appareils de surveillance disposés sur la table de chevet. J'ai fait le lit avec des draps de qualité hospitalière que Geneviève avait également fournis, complétant l'illusion d'une intervention médicale sérieuse. Maintenant, pour les preuves photographiques, dis-je en sortant mon téléphone. Pierre s'installa dans le lit, me cochant sur la façon de le faire paraître pire qu'il ne l'était. Des ombres, m'instruisit-il. Un éclairage zénital creusera les cavités de mon visage. Il retira ses lunettes, faisant paraître ses yeux plus enfoncés, et décoiffa ses cheveux fins. Avec de modestes compétences en maquillage théâtral de mes années universitaires, j'ai accentué la pâleur déjà présente sur son teint. La transformation était saisissante. Sur les photos, Pierre avait l'air de mourir activement. Bien pire que son état réel, bien que celui-ci fût déjà assez grave. « À toi », me dirigea Pierre. « Tu dois avoir l'air épuisé, dépassé. » J'ai enlevé mon maquillage, ébouriffé mes cheveux et enfilé un pull trop grand qui me faisait paraître plus petite, plus vulnérable. Pierre a pris plusieurs photos de moi, apparemment endormi dans la chaise inconfortable à côté de son lit. D'autres de moi préparant des médicaments avec une expression inquiète. « Parfait », dit-il en examinant les images. « Qui est notre cible pour celle-ci » ? « Léa, la sœur de Nicolas, répondis-je. « D'après ton téléphone, c'est la seule qui a envoyé un texto pour prendre de tes nouvelles depuis leur départ. » J'ai rédigé un message soigneusement formulé pour accompagner les photos. Pierre a eu une nuit difficile. La fièvre est montée à 39. Je gère la douleur du mieux que je peux. On te tient au courant. Direct, clinique, mais avec une nuance d'inquiétude qui déclencherait soit la culpabilité, soit au moins l'intérêt. Léa répondit en quelques minutes. Oh non, pauvre oncle Pierre. Tiens-moi au courant. L'hameçon est lancé, murmura Pierre quand je lui montrai la réponse.
Vint ensuite ma performance la plus difficile à ce jour. J'ai appelé le téléphone de Nicolas, sachant qu'il ne répondrait pas, mais que sa messagerie vocale enregistrerait mon message. Pierre activa l'application d'enregistrement sur son téléphone pour préserver ma partie de la conversation. « Nicolas, c'est encore moi, dis-je, injectant une panique contrôlée dans ma voix. L'état de Pierre se détériore plus vite que prévu. L'infirmière à domicile s'inquiète pour sa respiration. S'il te plaît, rappelle-moi dès que tu peux. » Je fis une pause, puis ajoutai avec juste le bon tremblement, « J'ai vraiment besoin de ton soutien en ce moment. » J'ai passé des appels similaires toutes les quelques heures, chaque message de plus en plus urgent, chacun soigneusement enregistré. Entre les appels, j'ai créé un journal médical détaillé avec des épisodes fictifs mais réalistes. Pic de température, douleurs fulgurantes, difficultés respiratoires. J'ai antidaté certaines entrées pour créer un récit cohérent de déclin commençant avant même leur départ en croisière. « Tu aurais dû être actrice », commenta Pierre en lui montrant le journal. « Je préfère penser que c'est de la non-fiction créative », répondis-je avec un sourire sombre. Toute bonne histoire a besoin de documentation. Vers 16h cet après-midi-là, notre planification fut interrompue par un coup à la porte. J'ouvris et trouvai une femme âgée tenant un plat à gratin couvert. « Je suis Huguette Bernard, la voisine d'un accent grave côté », annonça-t-elle. « J'ai pensé que vous auriez peut-être besoin d'un dîner. » S'occuper de Pierre est un travail à plein temps, j'imagine. Je l'ai invitée à entrer, reconnaissante à la fois pour la nourriture et pour l'opportunité inattendue qu'elle présentait. Autour d'un café, Madame Bernard se révéla être une mine d'or potentielle d'informations et de soutien. « Ça fait des années que j'observe cette famille », confia-t-elle en baissant la voix comme si Pierre pouvait l'entendre de sa chambre, bien qu'il se reposait en fait. « La façon dont il traite ce pauvre homme. Votre mari ne vaut pas mieux que sa mère, si vous me permettez. » « Je vous en prie, » l'assurai-je. Je découvre exactement dans quel genre de famille je suis tombé. Madame Bernard me tapota la main. Pierre a été si bon avec ce garçon, vous savez. Il a payé ses études, lui a acheté sa première voiture. Et comment Nicolas le rembourse-t-il? En partant en vacances pendant que son beau-père est en train de mourir. J'ai laissé paraître ma colère et ma peine authentique. Ils m'ont laissé un mot. Juste un mot me disant de m'occuper de lui. Honteux, déclara Madame Bernard. Absolument honteux. Vous savez, tout le quartier l'a remarqué. Le mois dernier, quand Pierre est tombé dans le jardin, c'est mon Jacques qui l'a aidé à se relever. Nicolas était à l'intérieur en train de regarder le rugby, il a complètement ignoré nos coups à la porte. Au moment de son départ, Madame Bernard avait promis de faire passer le mot parmi les voisins que Pierre avait besoin de soutien et de visite pendant que sa famille se pavanait égoïstement en Méditerranée. J'ai soigneusement documenté ses déclarations et la date de sa visite. Au cours des 2 jours suivants, 5 autres voisins sont venus, chacun avec sa propre histoire de négligence de la part de Nicolas envers Pierre. Chaque visite renforçait notre cas et fournissait des témoins supplémentaires à la fois du déclin apparent de Pierre et de l'absence de la famille pendant ce qu'il croyait être ses derniers jours. Le samedi matin, Geneviève est revenue avec les derniers documents pour les transferts d'actifs. Nous avons conduit Pierre à la banque locale où il était client depuis plus de 30 ans. Le directeur, Monsieur Leclerc, l'accueillit chaleureusement. « Pierre, heureux de vous voir de sortie. Comment vous sentez-vous ? » « Je mets mes affaires en ordre, Richard, » répondit Pierre, sa voix délibérément plus faible que d'habitude. La mémoire est encore vive, même si le corps lâche. Dans l'intimité du bureau du directeur, Pierre transféra officiellement le contrôle de ses actifs cachés à une série de trusts qui profiteraient à moi et à plusieurs associations caritatives pour personnes âgées. M. Leclerc regarda avec sympathie la main tremblante de Pierre signer chaque document. « Votre beau-fils est passé la semaine dernière », mentionna le directeur avec désinvolture alors que nous terminions les formalités, demandant des informations sur vos comptes. Je lui ai rappelé que sans autorisation appropriée, Pierre sourit finement. Toujours prévoyant, ce garçon. Je me souviens quand il est venu encaisser ce chèque pour son cadeau de diplôme, continua M. Leclerc. Il ne vous a même pas remercié. Il s'est juste plaint que ce n'était pas assez pour la voiture qu'il voulait. Une autre preuve, un autre témoin du caractère de Nicolas. Ce soir-là, alors que nous passions en revue nos progrès, le téléphone de Pierre sonna avec un appel vidéo de Léa. Nous avons rapidement mis notre plan en action,
arrangeant Pierre dans son lit, entouré d'équipement médical, une canule à oxygène dans ses narines. J'ai décoiffé mes cheveux et me suis pincé les joues pour donner une rougeur de stress à mon visage. Quand j'ai répondu à l'appel, la caméra m'a montré d'abord, l'air épuisé. « Oh, Manon, halta Léa. Tu as l'air terrible. Est-ce que tout va bien ?» « On gère », dis-je simplement en tournant le téléphone vers Pierre, qui livra une performance digne d'un Oscar de semi-conscience, sa respiration délibérément laborieuse. « Oncle Pierre ?» appela Léa. « C'est Léa, tu m'entends ?» Les yeux de Pierre papillonnèrent faiblement. « Léa, murmura-t-il. C'est toi, ma chérie ?» L'inquiétude dans la voix de Léa semblait sincère. Mais ce qui suivit révéla ses véritables priorités. Devrions-nous rentrer plus tôt? Est-ce qu'il va tenir jusqu'à lundi? Je retournai la caméra vers mon visage. C'est difficile à dire. L'infirmière à domicile pense que ses systèmes sont en train de s'arrêter. Si vous voulez lui dire au revoir, laisse-moi parler à Nicolas et maman, dit-elle rapidement. Le problème, c'est que ces billets n'étaient pas remboursables, et maman a été tellement stressée dernièrement. J'ai hoché la tête avec compréhension tout en réprimant un dégoût sincère. Bien sûr, c'est juste que Pierre n'arrête pas de demander Nicolas dans ses moments plus lucides. Je lui dirai d'appeler, promit Léa, dès qu'ils reviendront de leur excursion à terre. Après avoir terminé l'appel, Pierre se redressa et retira la canule à oxygène. Tu as enregistré ça? Je brandis mon autre téléphone, qui avait capturé toute la conversation. Chaque mot. Le sourire de Pierre était satisfait, mais teinté d'une tristesse sincère. Ma famille pèse le prix de ses billets de croisière contre le fait de me dire au revoir. Je savais que ça se passerait exactement comme ça. Je m'assis sur le bord de son lit, soudain ému. Je suis désolé, Pierre. Il secoua la tête. Ne le sois pas. Leur vraie couleur devait être révélée. Il attrapa ma main. Tu sais ce qui est le plus étrange? Ces derniers jours avec toi, avec quelqu'un qui se soucie vraiment, ont été meilleurs que des mois avec eux. Nous sommes restés assis dans un silence complice, contemplant ce que nous avions mis en branle et les dernières étapes à venir. Notre contre-attaque était pleinement engagée. Le piège presque tendu. Maintenant, il ne nous restait plus qu'à le déclencher au moment précis. Le dimanche matin se leva avec un subtil changement d'atmosphère. En apportant son thé matinal à Pierre, je remarquai que ses mains tremblaient plus que d'habitude. Une teinte bleutée autour de ses lèvres qui n'était pas là auparavant. « Vous n'avez pas besoin de faire semblant pour moi, dis-je doucement en l'aidant à s'asseoir. Vous ne vous sentez vraiment pas bien aujourd'hui, n'est-ce pas? Le sourire de Pierre était mince mais sincère. Ironique, n'est-ce pas? Après toute notre comédie, la réalité nous rattrape. J'ai appelé l'infirmière à domicile, Valérie, qui effectuait des visites hebdomadaires avant le départ de la famille. Elle a promis de passer cet après-midi, mais m'a conseillé sur la gestion de son confort en attendant. Ce n'était plus de la comédie. Pierre déclinait activement, et un élan de protection m'envahit. Notre plan de vengeance semblait soudain secondaire à assurer son confort et sa dignité. « Que voudriez-vous pour le petit déjeuner ?» demandai-je, essayant de maintenir une normalité. « Des pêches, dit-il, me surprenant. Des pêches fraîches à la crème. » Ma défunte épouse Françoise en préparait tous les dimanches matins. La demande m'envoya dans 3 supermarchés différents avant de trouver des pêches décentes en novembre. Quand je suis revenu et les ai préparées comme il l'avait décrit, coupées en croissants parfaits avec une cuillerée de crème fouettée, les yeux de Pierre s'embuèrent à la première bouchée. Exactement comme elle les faisait, murmura-t-il. Personne ne s'est donné la peine de se souvenir de telles choses à mon sujet depuis des années. Tout au long de la journée, je me suis retrouvé à faire des choses non pas pour notre plan, mais simplement pour le confort de Pierre, ajustant ses oreillers, lisant à haute voix son exemplaire corné du Grand Sommeil de Raymond Chandler, jouant la musique classique qu'il avait mentionné apprécier. Le soin sincère qui s'était développé entre nous au cours de notre courte période ensemble m'a surprise par son intensité. Vous savez, dit Pierre lors d'un moment de lucidité cet après-midi-là, je n'ai pas été traité avec une telle gentillesse depuis la mort de Françoise il y a 12 ans. Étrange comment une inconnue m'a montré plus de compassion que ma propre famille. L'infirmière à domicile, Valérie, est arrivée vers 15 heures. Après avoir examiné Pierre, elle m'a prise à part dans le couloir.
Ses organes sont en train de lâcher, dit-elle doucement. Ça arrive plus vite que prévu. Je dirais qu'il lui reste des heures, peut-être un jour au plus. Bien que je savais que cela allait arriver, la nouvelle m'a frappé plus durement que prévu. Devrais-je appeler la famille? Demandai-je, soudain incertaine de notre plan élaboré. Valérie secoua la tête. À ce stade, il devrait s'agir de son confort, pas du leur. S'ils ont choisi de ne pas être ici, elle laissa le reste en suspens. Après son départ, je me suis assise à côté de Pierre, qui avait tout entendu malgré nos voix basses. Ne les appelle pas, dit-il fermement. Ils ont fait leur choix. Mais nous devons finaliser certaines affaires. Il attrapa ma main. Appelle Geneviève. Dis-lui qu'il est temps pour les dernières étapes. Geneviève arriva en moins d'une heure, amenant un notaire nommé Stéphane avec elle. Pierre était remarquablement alerte à leur entrée, comme s'il rassemblait ses forces restantes pour cette dernière tâche importante. Êtes-vous sûr d'être en état? Demanda Geneviève, préoccupée par son apparence. Plus certain que jamais, répondit Pierre. La mort a une façon de clarifier les priorités. Ils ont finalisé les derniers papiers, des documents qui transféraient officiellement le contrôle de ses actifs à moi en tant que fiduciaire, avec des spécifications pour des dons caritatifs à des organisations de prévention de la maltraitance des aînés. Le Nouveau Testament mentionnait explicitement l'abandon de Nicolas comme raison de sa déshérence. Maintenant, pour la lettre, dit Pierre après avoir signé le dernier document. Geneviève installa sa tablette pour enregistrer pendant que Pierre dictait un message à lire à la famille après sa mort. Ce qui en est ressorti n'était pas la condamnation pleine de colère à laquelle je m'attendais, mais quelque chose de bien plus puissant, l'expression d'une profonde déception et de la douleur profonde d'être traité comme un fardeau plutôt que comme un père. À ma famille, commença-t-il, sa voix gagnant en force à chaque mot. Au moment où vous lirez ceci, je serai parti. Non pas que ma présence ou mon absence semblait vous importer beaucoup ces dernières années. Il détailla des exemples spécifiques de négligence sans accusation, énonçant simplement des faits. Les fêtes passées seules pendant qu'ils étaient en vacances. Les rendez-vous médicaux annulés par commodité. Les commentaires entendus sur l'attente de la mort du vieil homme. Je n'écris pas cela par colère, continua-t-il, mais d'un lieu de clarté qui vient quand on affronte la faim. La plus grande douleur dans la vie n'est pas la maladie ou même la mort, mais la prise de conscience que ceux que vous aimiez ne vous voyaient que comme une obligation, une tâche à gérer, un inconvénient à tolérer. Au moment où il eut fini, même Stéphane le notaire, un professionnel qui devait avoir été témoin d'innombrables testaments et derniers messages, s'essuyait discrètement les yeux. Geneviève, malgré son stoïcisme habituel, attrapa la main de Pierre. Nous veillerons à ce qu'ils entendent chaque mot, promit-elle. Après leur départ, Pierre demanda sa vieille caméra vidéo. Il pourrait remettre en question ma capacité mentale, expliqua-t-il. Je veux enregistrer mon témoignage pendant que je suis clairement lucide. J'ai installé la caméra et Pierre a livré une déclaration de 20 minutes directement à l'objectif. Il était remarquablement calme, décrivant méthodiquement des années de négligence progressive et sa décision de me léguer sa succession. Manon m'a montré plus de dignité en 4 jours que ma famille en 4 ans, déclara-t-il clairement. Elle est la seule qui a mérité le droit de bénéficier de ce que j'ai passé une vie à construire. Il a décrit des incidents spécifiques, les commentaires méprisants de Nicolas aux rendez-vous médicaux, les repas laissés juste hors de portée, les médicaments oubliés pendant les week-ends. L'enregistrement était dévastateur dans sa livraison calme et ses détails accablants. Le soir venu, l'énergie de Pierre diminuait. Je l'ai aidé à aller dans le salon à sa demande, l'installant dans son fauteuil préféré près de la fenêtre. Il y a une bouteille d'Armagnac dans mon bureau, dit-il. Derrière les manuels d'économie. Françoise et moi la gardions pour notre 50e anniversaire. J'ai trouvé la bouteille poussiéreuse où il l'avait décrite et j'en ai versé une petite quantité dans 2 verres en cristal que j'ai découverts dans une armoire négligée. À la justice, dit Pierre en levant son verre avec effort. À la dignité, ajoutai-je. Nous sommes restés assis ensemble alors que l'obscurité tombait, Pierre somnolent occasionnellement pendant que je lui lisais son livre préféré. Il parlait par intermittence de Françoise, de ses débuts de carrière, de voyages qu'ils avaient prévus mais jamais faits. Pas une seule fois il ne mentionna Nicolas ou sa mère. Vers minuit, j'ai remarqué que sa respiration avait changé. J'ai mis mon livre de côté et lui ai simplement tenu la main. Il n'y eut aucun drame, aucune révélation de dernière minute ou confession sur le lit de mort.
Pierre s'est simplement éteint, sa main devenant froide dans la mienne alors que sa respiration s'arrêtait progressivement. Pendant un long moment, je suis resté immobile, les larmes coulant sur mon visage. L'homme que je n'avais connu que 4 jours était devenu important pour moi au-delà de notre désir mutuel de justice. En m'occupant de lui, j'avais trouvé une force et une clarté que je ne savais pas posséder. À l'aube, j'ai appelé Valérie, l'infirmière à domicile, qui est arrivée rapidement pour confirmer ce que je savais déjà. Elle semblait surprise de la paix qui se dégageait de Pierre. Beaucoup de patients en phase terminale montrent des signes de détresse, commenta-t-elle. On dirait qu'il s'est simplement endormi. C'est le cas, dis-je tranquillement, en lisant Raymond Chandler et en buvant un Armagnac de 50 ans d'âge. Après que Valérie ait fait la déclaration officielle, j'ai appelé l'entreprise de pompes funèbres que Geneviève avait recommandée. 2 hommes sombres sont arrivés en moins d'1 heure pour emporter le corps de Pierre. L'un d'eux connaissait Pierre pour l'avoir croisé lors d'événements communautaires et a exprimé de sincères condoléances. C'était un homme bon, dit-il, toujours généreux lors des collectes de fonds. Une fois parti, la maison parut soudainement vide. Je me suis permis quelques instants de chagrin sincère avant de me concentrer sur la phase suivante de notre plan. Nicolas et sa famille reviendraient le lendemain, s'attendant à trouver un mourant qu'ils pourraient réconforter dans ces dernières heures, apaisant ainsi toute culpabilité concernant leur abandon. Au lieu de cela, ils me trouveraient moi et les conséquences de leurs actes. J'ai placé la lettre de Pierre dans une enveloppe de couleur crème et l'ai posée contre la photo de famille sur le manteau de la cheminée. Une photo où je remarquais maintenant que Nicolas et sa mère souriaient largement tandis que Pierre se tenait légèrement à l'écart. Dans la salle à manger, j'ai disposé la documentation détaillée de la négligence dans des dossiers clairement étiquetés, rendez-vous médicaux annulés, exploitation financière, preuve enregistrée de négligence. Le témoignage vidéo de Pierre était prêt sur la télévision, prêt à être lu en appuyant sur un bouton. Enfin, je suis allé dans la chambre principale et j'ai fait mes quelques bagages. À côté de ma valise, j'ai placé des impressions des photos de croisière que Nicolas et sa famille avaient postées toute la semaine, créant une chronologie visuelle saisissante qui contrastait leur cocktail au bord de la piscine avec le déclin documenté de Pierre. Tout était arrangé pour un impact maximal à leur retour. Une révélation soigneusement orchestrée qui garantirait qu'ils feraient face au poids total de leur choix. Debout au centre de la maison silencieuse, je ressentis un profond sentiment de mission. Il ne s'agissait plus seulement de vengeance. Il s'agissait de justice pour un homme qui méritait bien mieux que ce qu'il avait reçu de ceux qui auraient dû le plus prendre soin de lui. C'est fait, Pierre, dis-je doucement à la pièce vide. Ils comprendront exactement ce qu'ils ont perdu. J'ai passé la matinée du lundi dans un calme étrange, attendant l'inévitable. Vers midi, j'ai entendu le bruit de portières de voitures claquer, suivi de rires et de bavardages alors que Nicolas et sa famille revenaient de leur croisière. Prenant une profonde inspiration, j'ai lissé la simple robe noire que j'avais achetée la veille et me suis positionné dans le salon près du fauteuil à bascule vide de Pierre. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Nicolas entra le premier, sa mère, Monique, juste derrière lui, suivi de Léa et de Chloé, la collègue, qui était clairement plus que cela. Ils étaient tous bronzés et souriants, les bras chargés de sacs de détax et de souvenirs de mauvaise qualité. « Chérie, nous sommes à la maison. » lança Nicolas d'une voix joyeuse jusqu'à ce qu'il me voie debout là, mon expression solennelle. Son sourire vacilla. « C'est quoi cette tenue d'enterrement ?» Monique le bouscula, laissant tomber son sac à main de créateur sur la console. « Où est papa ? Il fait la sieste ?» Son ton était désinvolte, comme si elle s'informait d'un animal de compagnie plutôt que de son mari mourant. « Pierre est décédé samedi soir, dis-je tranquillement. » Les sacs de course dans les mains de Nicolas tombèrent au sol. Chloé, incertaine de ce qu'il fallait faire, recula d'un pas vers la porte. « Comment ça, décédé ?» demanda Monique comme si j'avais fait une erreur de vocabulaire. « Il est mort paisiblement dans son sommeil vers minuit, continuai-je en gardant mon calme. Les funérailles ont eu lieu hier après-midi. Beaucoup de vos voisins y ont assisté, ainsi que les amis de Pierre de l'époque de la banque. Une très belle assemblée, en fait. » Le visage de Nicolas passa par le choc, l'incrédulité, puis, de manière très révélatrice, le calcul. « Tu as organisé les funérailles sans nous, sans sa famille ? » Sa famille était invitée, répondis-je. J'ai laissé plusieurs messages concernant la détérioration de son état. Vous avez choisi de ne pas répondre. Léa s'avança, son visage pâle sous son bronzage.
Je t'avais parlé de cet appel, Nicolas. J'avais dit qu'oncle Pierre avait l'air vraiment mal. Nicolas l'écarta d'un geste impatient. C'est incroyable. Nous devons nous asseoir. Oui, acquiesçai-je. Nous le devons. Je désignai le salon où la lettre de Pierre attendait sur la table basse. Ils entrèrent en silence, personne ne voulant s'asseoir dans le fauteuil à bascule de Pierre, qui trônait vide comme une accusation. Il y a des choses que vous devez savoir, dis-je en ramassant l'enveloppe de couleur crème. Pierre a laissé cette lettre pour qu'elle vous soit lue à votre retour. A-t-il changé son testament? Intervint sèchement Monique. C'est de ça qu'il s'agit? Je croisai son regard directement. Peut-être devriez-vous d'abord entendre ces mots. Je dépliai la lettre et commençai à lire le message de Pierre. Sa déception coulait à travers ma voix. Les fêtes passées seules. Les rendez-vous médicaux annulés par commodité. Les commentaires entendus sur l'attente de la mort du vieil homme. En lisant, j'observais leur réaction. Le visage de Monique se durcit sur la défensive. Nicolas s'agitait, évitant le contact visuel avec quiconque. Léa semblait de plus en plus mal à l'aise. La plus grande douleur dans la vie, lus-je, n'est pas la maladie ou même la mort, mais la prise de conscience que ceux que vous aimiez ne vous voyaient que comme une obligation, une tâche à gérer, un inconvénient à tolérer. Quand j'eus fini, un lourd silence remplit la pièce. Chloé, souhaitant clairement être n'importe où ailleurs, fixait ses pieds. Finalement, Nicolas se racla la gorge. Écoute, papa était confus à la fin. Ces médicaments, Pierre était parfaitement lucide, l'interrompis-je. En fait, il a fait une déclaration vidéo que vous voudrez peut-être voir. C'est ridicule, déclara Monique. Quelques divagations de fin de vie d'un vieil homme malade ne changent pas les réalités juridiques. Nicolas est son plus proche parent, et, en fait, dis-je en me levant, il y a plus que vous devriez voir. Je les conduisis dans la salle à manger où j'avais disposé les dossiers de preuves. Les yeux de Nicolas s'écarquillèrent en voyant la documentation méticuleuse exposée par ordre chronologique. « Qu'est-ce que c'est que tout ça » demanda-t-il. « Des preuves, répondis-je simplement. D'exploitation financière, de négligence médicale et d'abandon. » J'ouvris le premier dossier, révélant des relevés bancaires avec des transferts surlignés. Pierre tenait des registres détaillés de chaque euro prélevé sur ses comptes pour de prétendues dépenses de soins qui n'ont jamais été fournies. Monique arracha l'un des relevés. Il nous a donné cet argent. En le laissant seul pour la Toussaint avec des médicaments inadéquats, pas de nourriture dans le réfrigérateur, et le chauffage baissé à 16 degrés. Demandai-je en ouvrant un autre dossier contenant la chronologie de leurs préparatifs de départ. Il y a des déclarations de 6 voisins différents qui ont été témoins de sa négligence. Et puis il y a ça. J'appuyai sur lecture sur la tablette et le témoignage vidéo de Pierre commença. Sa description calme et articulée d'années de mauvais traitements réduisit au silence même les protestations de Monique. Le visage de Nicolas devint de plus en plus pâle alors que Pierre décrivait des incidents spécifiques, médicaments dilués, rendez-vous annulés, commentaires désobligeants faits quand il pensait qu'il ne pouvait pas entendre. C'est un coup monté, balbutia finalement Nicolas en pointant un doigt vers moi. Elle a manipulé un mourant. La sonnette retentit avant que je puisse répondre. Timing parfait. Geneviève se tenait sur le pas de la porte, le notaire Stéphane à ses côtés. « Est-ce que je dérange » demanda-t-elle avec une froideur professionnelle. « Pas du tout, répondis-je. La famille vient de rentrer et examiner le dernier message de Pierre. » Excellent. Alors je peux procéder à la notification officielle. Geneviève posa sa mallette sur la table de la salle à manger et en sortit plusieurs documents. En tant qu'exécutrice testamentaire de la succession de Pierre, je suis ici pour vous informer des dispositions de son dernier testament. Nicolas se redressa, se recomposant. Un sourire suffisant commença à se former sur ses lèvres. Bien, allons droit au but. Geneviève ajusta ses lunettes. Le testament est assez simple. Pierre a légué l'intégralité de sa succession à Manon, avec des dispositions pour des dons substantiels à plusieurs organisations de prévention de la maltraitance des aînés. Le silence stupéfait qui suivit fut brisé par la voix stridente de Monique. C'est impossible. Nous sommes sa famille. Le testament cite explicitement l'abandon et la négligence comme raison de la déshérence, continua calmement Geneviève. Il a été dûment attesté,
notarié et déposé auprès du tribunal. M. Nom de famille de Pierre a été examiné par 2 médecins distincts qui ont certifié sa compétence mentale au moment de la signature. La suffisance de Nicolas s'évapora. C'est de la fraude. Nous allons le contester. Vous êtes libre d'essayer, répondit Geneviève, imperturbable. Cependant, compte tenu de la documentation détaillée de la négligence, du témoignage vidéo et des déclarations de témoins, je vous le déconseillerais. Vous ne feriez que dépenser de l'argent que vous n'avez pas. Qu'est-ce que vous voulez dire, de l'argent que nous n'avons pas? Demanda Monique. Geneviève échangea un regard avec moi avant de continuer. Les propriétés que vous occupez actuellement, y compris votre résidence principale, appartiennent au trust de la famille Dubois, qui est maintenant sous le contrôle de Manon en tant que fiduciaire. De plus, les comptes d'investissement sur lesquels vous puisiez ont été gelés en attendant un audit pour abus financiers potentiels. Le visage de Nicolas perdit toute couleur. Ce n'est pas possible. La maison est à moi. Papa avait promis, Pierre n'a rien promis, intervins-je. Vous avez supposé. Il y a une différence. Les implications commençaient à se faire sentir. Nicolas avait dépensé leurs économies pour la croisière, comptant sur son héritage pour couvrir leurs dettes croissantes. La maison dans laquelle il vivait n'était pas à lui pour la vendre ou l'hypothéquer. Et nos fonds pour les études? Demanda Léa d'une petite voix. Papy les avait mis en place pour nous. Nicolas ne put croiser le regard de sa sœur. Geneviève répondit doucement. Pierre a fourni des fonds à votre père à cette fin il y a plusieurs années. Cependant, ces comptes n'ont jamais été créés. Léa se tourna vers Nicolas, l'horreur se dessinant sur son visage. Tu as dépensé notre argent pour les études. La famille éclata en accusations et dénégations. Chloé s'éclipsa discrètement par la porte d'entrée, fuyant l'implosion. Je laissai le chaos continuer quelques minutes avant de m'éloigner pour récupérer ma valise dans la chambre. Quand je suis revenu, Nicolas me suivit dans le couloir, son attitude complètement transformée. Manon, s'il te plaît, supplia-t-il, la voix brisée. On peut arranger ça. J'ai fait une erreur avec Chloé. Ça ne signifiait rien. On peut recommencer. Je changerai. Je le promets. Je regardais cet homme que j'avais autrefois aimé, le voyant clairement, peut-être pour la première fois. Derrière les beaux traits et le charme étudié se trouvait quelqu'un qui ne s'était jamais vraiment soucié de moi ou de quiconque d'autre que lui-même. Calmement, je retirai mon alliance et la plaçai dans sa paume, suivi des clés de notre appartement. Tu l'as laissé mourir, dis-je tranquillement. Maintenant, tu n'as rien, y compris moi. Je me dirigeai vers la porte, ma valise à la main. Les supplications de Nicolas se transformèrent en menaces alors qu'il me suivait. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Je contesterai ça au tribunal. Tu as manipulé un vieil homme malade. Sur le seuil de la porte, je me retournai brièvement. Tout a été fait légalement. Tu m'as appris une leçon précieuse dans notre mariage, Nicolas. Toujours garder les reçus. Je sortis dans le soleil radieux de novembre. Derrière moi, je pouvais entendre les protestations continues de Nicolas et la voix en colère de Monique exigeant que Geneviève explique comment cela avait pu arriver. Mais ces voix s'estompaient déjà, devenant partie d'un passé que je laissais derrière moi. Geneviève m'avait réservé une chambre dans un hôtel tranquille pendant que je réfléchissais à mes prochaines étapes. Alors que je plaçais ma valise dans le coffre de ma Citroën 2CV, Madame Bernard apparut sur son Porsche de l'autre côté de la rue. Elle me fit un signe de tête entendu et un petit signe de la main. Je lui répondis, ressentant une légèreté surprenante malgré le poids émotionnel des derniers jours. Le dernier cadeau de Pierre n'était pas seulement la sécurité financière, bien que cela m'aiderait certainement à reconstruire ma vie. Le vrai cadeau était la clarté et la force que j'avais trouvée en l'aidant à obtenir justice. En m'éloignant de la maison et de la famille brisée à l'intérieur, je ne pensais pas à la vengeance ou même à la justification. Je pensais aux secondes chances, à honorer la mémoire de Pierre en vivant bien, et au lien inattendu qui s'était formé entre deux personnes qui avaient été rejetées par ceux qui auraient dû le plus s'occuper d'elles. Pierre avait trouvé la paix. Maintenant, c'était à mon tour de faire de même.